Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes et à tous nos amis qui nous suivent depuis la radio Diaspora FM. Bonjour Roland. Carole Olaye, bonjour. Auditeur de la 102.3 FM, bonjour. Téléspectateurs internet, bonjour. Magoudanou, bonjour. Bonjour Laurent. Nous retrouvons Matin Libre. Matin Libre qui titre ce matin « Élection générale de 2026 ». La relecture du code électoral, c'est encore possible. La relecture du code électoral, c'est encore possible. Roland Toneikes. Oui, la relecture du code électoral est possible s'il y a la volonté politique. S'il y a la volonté politique, il n'y a aucun doute que ce code soit relu, corrigé et réponde aux aspirations réelles du peuple à tous les niveaux. Je le dis parce que quand on se réfère à la dernière rencontre entre le chef de l'État et le cadre de concertation de l'opposition, notamment ceux qui avaient initié la relecture, le toilettage du fichier électoral, il a été clair que les revendications ne devraient pas donner lieu à la relecture du code électoral. Ça veut dire que le chef de l'État avait montré sa position, avait donné sa position pour dire lui n'était pas pour autant favorable à la relecture du code électoral. Et quand on regarde les acteurs de la mouvance, initiateurs de ce code électoral, également de ce côté, on constate qu'il n'y a pas de débat pour autant sur lesquels on peut compter. Quand vous prenez l'UP Le Renouveau, quand vous prenez le Bloc républicain, les deux formations de la mouvance qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, le discours est quand même clair. Il n'y a pas matière à espérer une relecture du code électoral. Donc c'est pour ça que je dis, quand le journal dit c'est encore possible, je le dis clairement, c'est possible s'il y a la volonté politique. Et la première volonté politique, il se fait que malheureusement ou heureusement, c'est le chef de l'État qui doit peut-être montrer la dynamique et dire, bon, je suis prêt pour cette relecture du code électoral. Et puis après, il faut maintenant espérer l'adhésion des députés de la mouvance par rapport à la vision du chef de l'État ou à la volonté du chef de l'État. Qu'ils vous souviennent que quand les députés, les opposants ont estimé qu'il faut revoir le fichier électoral, le chef de l'État a donné son accord. En tout cas, son accord de principe pour dire qu'il était favorable et qu'il était prêt à donner les moyens. On a vu dans la dynamique, oui, il a mis les moyens à disposition des fonctions politiques de l'opposition qui souhaitent qu'on essaie de voir clairement ce qui se passe du côté du fichier électoral. Mais à l'opposé du chef de l'État, on a vu que les partis de la mouvance ont essayé de mettre en exergue une question de délai, de date, et puis après, d'autres arguments sont rentrés dans le jeu et on a compris clairement que ceux qui soutiennent le chef de l'État n'étaient pas dans la même dynamique que le chef de l'État en ce qui concerne le fichier électoral. Et donc, dans la même dynamique, le chef peut avoir bel et bien la volonté, mais il reviendra aux acteurs de la mouvance, notamment les députés de la mouvance, qui majoritairement avaient voté pour ce code électoral, de maintenant, une fois pour toutes, quand même, faire ce qu'il faut faire pour que ce code que tant bien que mal, on dénonce à bien des égards, soit corrigé. Parce que ce qui se profile à l'horizon, quand même, on a des motifs d'inquiétude pour dire comment est-ce que ça va se passer, les élections en 2026. Et donc, si le chef, bien, il a la volonté et que les autres n'ont pas la volonté, ce n'est pas évident. Et on va espérer que les députés de la mouvance, si entre-temps, le chef qui a montré sa position avec le cadre de concertation, en arrivait à décider que oui, il est maintenant favorable à cette relecture électorale, espérer que les députés de la mouvance accompagnent et le BR, notamment l'UP Le Renouveau, accepte qu'on aille à la relecture du code électoral et que cela respecte, réponde aux aspirations des acteurs politiques et du peuple pour que cela ne soit pas source de tension. Nous connaissons la position aujourd'hui du chef de l'État par rapport à la relecture du code électoral. Qu'est-ce qui, selon vous, peut l'amener à changer d'avis? Écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le chef de l'État l'a dit, mais à voir les réactions de part et d'autre, la société civile,
les leaders religieux, les acteurs politiques, les citoyens, le citoyen lambda, à voir les réactions pour dire attention, attention, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Et notamment, ce qui est beaucoup plus mis en exergue, c'est la question des 20%. Et donc, soit, j'ai vu quand même, j'ai suivi une démonstration d'un des leurs il y a quelques jours, vous comprenez que quand vous regardez un peu ce qui se profile, il se peut qu'en 2026, qu'on se retrouve à avoir rien que des députés de la mouvance au Parlement, ou soit, de l'autre côté, à l'opposé, rien que des députés de l'opposition au Parlement. Alors, est-ce que cela, c'est une bonne image de démocratie pour notre pays? Je crois que, véritablement, trouvons la formule pour que toutes les sensibilités, quel qu'en soit le cas de figure, se retrouvent au niveau du pouvoir législatif. Et c'est de ça qu'il est question. Il y a d'autres aspects qu'on peut aborder. J'estime que la question de 10% était déjà une question assez préjudiciable pour des élections assez inclusives et avec ce qu'on connaît. Maintenant, il y a une question de 20%, alors qu'on sait très bien que des formations ont eu du mal à avoir 10% au plan national. On exige maintenant 20% dans chaque circonscription électorale. Et dès lors que vous avez les 20% sur 23, dans 23 circonscriptions électorales, que la seule 24e circonscription électorale, vous n'avez pas les 20%, c'est que tout l'effort que vous avez fait dans les autres circonscriptions électorales, c'est à l'eau. C'est quand même grave. Et ce n'est pas bon. Moi, je pense véritablement que, avoir les réactions, le chef de l'État peut quand même revenir sur sa décision et avoir la volonté de le faire. Parce qu'il a quand même dit, hein, quand on est en train de finir, on a envie de bien faire les choses. Je crois que c'est possible qu'on espère que le chef de l'État nous supprime sur la question. D'ailleurs, même au sein de la mouvance, hein, il y en a pas mieux. Quand ils viennent devant ma caméra et micro, ils vont vous dire non, nous on aura les 20%. Et puis après, il y a cette fameuse accord de gouvernance ou je ne sais quoi là-dessus, qui est la base de la confiance de certains acteurs de la mouvance. Mais d'autres, dans une certaine objectivité, quand vous les écoutez, ils vous disent clairement, écoutez, ce qui se passe là, attention, ça ne va pas être facile. Il vaut mieux qu'on essaie de relire le code électoral, qu'on corrige. Des gens de la mouvance, bien évidemment. Seulement qu'ils ne peuvent pas le dire publiquement parce que, oui, on n'accepte jamais celui qui, de la rupture, en tout cas de la mouvance, en arrive à faire des reproches à son propre système. On n'accepte jamais ça. On va le traiter de tous les noms, on va l'insulter, de comment il a... en tout cas, tous les noms, je ne vais pas répéter les noms qu'ils utilisent en face de leurs compatriotes ou bien de leurs membres qui parfois ont le courage de dire il faut corriger ça. Marc Goudiano. Oui, je pense que techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible de pouvoir faire la relecture du code électoral. Mais politiquement, c'est impossible. C'est impossible dans la mesure où aujourd'hui, on sait que la majeure partie des députés qui sont représentés au sein du Parlement sont des députés de la mouvance présidentielle. Et on sait déjà que la position du chef de l'État a suivi un certain nombre de réformes institutionnelles. Ses opinions ont été très claires, où il a dit qu'il ne veut pas revenir sur un certain nombre de réformes qui ont été prises pour pouvoir permettre quand même d'avancer. Et de réformes qui ont changé les choses, qui ont bouleversé en quelque sorte je dirais, l'environnement politique. Et donc aujourd'hui, je pense que politiquement, ce serait presque impossible parce que il faudra que le chef de l'État donne son accord d'accord pour pouvoir faire cette relecture. Et à l'entendre sur ces dernières interventions, on comprend bien sûr que le chef de l'État n'est pas dans cette dynamique-là de pouvoir accepter une telle chose. Et même si éventuellement on pourra dire que les députés qui sont issus de la mouvance présidentielle, même si il y en a parmi eux qui ont cette volonté, ils ne pourront pas le faire parce qu'en réalité il y a le principe ou la dynamique de groupe qui doit quand même leur permettre de pouvoir aller à cette relecture-là. Et donc politiquement pris, je pense que c'est impossible de pouvoir le faire. Parce que les députés de l'opposition, à eux seuls, ne pourront pas faire le jeu. Et même si la société civile, en tout cas, s'associe à eux, ne pourront pas à eux seuls faire cette relecture-là. Parce que il va falloir quand même que le chef de l'État donne sa bénédiction. Il va falloir que les députés qui sont majoritaires, qui sont les députés de la mouvance présidentielle, puissent accepter le faire également. Et donc, il y a un certain nombre de bourreaux d'étranglement qui font que on ne pourra pas avoir cette relecture avant 2026. Et lorsque je viens sur le plan technique où c'est possible de pouvoir faire cette relecture,
même dans ce cas de figure, c'est une course contre la montre. Parce que nous tendons déjà vers 2025 qui ira vers sa fin d'ici là. Et lorsqu'on ne le fera pas dans ce délai-là, ce serait déjà presque impossible. Parce qu'il faudra quand même faire un travail déjà en amont au niveau du Parlement. Il va falloir avoir le consensus des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Il va falloir avoir l'adhésion de la société civile. Et en dehors de ça, maintenant, il va falloir demander à aller maintenant à la vote de cette relecture. Et lorsqu'on fera cette relecture, il va falloir également que le chef de l'État fasse la promulgation de cette loi-là. Et donc, c'est tout un processus qui a également besoin de temps, même si techniquement, on sait qu'avec le calendrier qu'on a aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir faire cette relecture-là. Mais il faut quand même, si éventuellement cela serait possible, c'est qu'il faut déjà commencer par initier un certain nombre de choses qui puissent favoriser à ce qu'on puisse aboutir à cette relecture. Mais politiquement pris, on pense déjà que c'est voué à l'échec. Je l'ai démontré tout à l'heure. Parce que même si le chef de l'État, je doute qu'il puisse revenir là-dessus, revenir sur ce qu'il a dit en ce qui concerne la relecture du code électoral. Et donc, je pense que les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence, ne doit pas forcément demander à être rigide sur ce principe-là, à demander forcément qu'il y ait relecture du code électoral, mais commencer déjà à penser par quel mécanisme ils peuvent quand même essayer de pouvoir répondre aux exigences du code électoral à l'état actuel. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Comment est-ce qu'ils peuvent mobiliser un certain nombre de partisans? Comment est-ce qu'ils peuvent travailler sur le terrain? Quel discours ils doivent avoir quand même pour pouvoir permettre à leurs partisans de pouvoir aller voter massivement, pour pouvoir avoir la représentativité nécessaire pour pouvoir aller aux diverses élections. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Oui, oui, c'est bien possible. C'est bien avoir possible. cette eau dans toutes les localités du Bénin. Vous savez, en réalité, aujourd'hui, le pouvoir en place a en réalité les moyens de sa politique, puisqu'ils ont assez de ministres qui sont politiques, assez de députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont tous de la mouvance présidentielle. Et donc, ils ont les moyens pour pouvoir quand même essayer de faire campagne comme ils le peuvent, de pouvoir avoir l'adhésion de cette majorité-là pour pouvoir répondre aux critères exigés par le code électoral. Le problème qui va se poser peut-être au niveau de l'opposition, c'est de savoir quel discours ils doivent avoir ou quel plan, quelle tactique ils doivent mettre en œuvre en réalité pour pouvoir convaincre les populations à travers une certaine idéologie. Et c'est ce qui fait en réalité le vrai bémol au niveau des partis politiques au Bénin. Parce qu'en réalité, la plupart de ceux qui défendent les partis politiques ou qui sont même à la tête de ces partis politiques ne le font pas suivant une idéologie, parce qu'ils savent que la plupart de la population est certes analphabète en majorité, mais il y a quelques cas, ce qui fait que vous allez voir, lorsqu'il y a élection souvent, lorsque vous venez dans la zone, ici, la zone du Sud par exemple, vous semblez qu'en réalité les combats sont plus durs aux élections dans cette zone-là. Mais lorsque vous allez dans les zones reculées, dans les zones, en tout cas du Bénin profond, vous remarquez qu'en réalité, la plupart des électeurs qui sont dans cette zone-là votent avec un certain nombre de principes. Peut-être c'est l'appartenance régionale, l'appartenance ethnique, ou parfois c'est les moyens financiers. Et donc cela fait qu'en réalité, ce serait difficile pour même les partis de l'opposition d'avoir de voix ou d'avoir un certain nombre d'électeurs acquis à leur cause dans ces zones-là. Et donc, il va falloir trouver le mécanisme pour pouvoir quand même essayer de répondre à ces exigences-là en adoptant un autre discours, en adoptant une autre stratégie qui puisse quand même leur permettre quand même de pouvoir réunir toutes les conditions pour pouvoir aller aux élections. Sinon, s'ils doivent rester sur la position selon laquelle il doit avoir forcément relecture du code électoral, je pense qu'ils vont beaucoup mettre leur énergie là-dessus, alors qu'ils savent que cela n'aboutira pas. Parce qu'ils ne sont pas majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, si les partis de la mouvance, en l'occurrence le chef, qui est le chef de l'État, ne donne pas son aval, ce serait presque impossible. Et donc, s'ils restent dans cette dynamique et n'arrivent pas à trouver d'autres stratégies, c'est qu'ils vont rester là, à mettre leur énergie sur le principe de la relecture du code électoral, en sachant bien qu'ils ne peuvent pas avoir gain de cause, puisque le chef de l'État est déjà revenu là-dessus plusieurs fois, pour dire qu'il ne changera pas.
Et donc, ça ne sert à rien de rester calqué sur cette position-là en ayant un espoir qui ne viendra jamais. Jamais. Roland Donné-Nkes. Alors, moi, je veux quand même dire que, véritablement, vous avez posé la question de savoir si c'est possible d'avoir ces taux-là. Alors, nous allons nous référer seulement à 2023 et comparer les chiffres. Comparer les chiffres dit, d'abord, dans la 16e circonscription électorale, le parti UP Le Renouveau n'a réussi à avoir qu'un seul député. Et notamment, il s'agissait de qui? Le président du parti, est difficilement élu. Et pendant que le maire de la ville de Cotonou, dans la 16e, est quand même UP Le Renouveau. Le BR n'a réussi à avoir qu'un seul député, Madame Chantal Aïe. Alors, quand je me réfère aux chiffres de la Cour constitutionnelle, la 16e circonscription électorale, le Mouel Bénin a eu 1165 voix, le parti FCBE a eu 2034 voix, les démocrates 24 706 voix, UP Le Renouveau 14 952 voix, UDBN 1053 voix, MPL 495 voix et le Bloc républicain 9 472 voix. Vous regardez ça. Et vous savez très bien que les fins de régime ne sont pas du tout favorables pour... les grandes capitales ne sont pas du tout favorables au régime en place à la fin de ce régime. Et donc, la dynamique que ce que nous avons constaté en 2023 peut se répéter en 2026 et de la plus dangereuse des manières. Et ça ne peut, ils peuvent ne plus avoir les mêmes chiffres qu'ils ont eu par le passé. Je vais plus loin, dans la 19e au niveau de Porte-Nouveau. Porte-Nouveau, sachant très bien, j'ai rappelé ça déjà sur ce plateau, les 3 députés que l'UP Le Renouveau a réussi à avoir à Porte-Nouveau sont des très proches de Maître Adrien Ngwedji. Et c'est au lendemain de la fusion entre l'UP Le Renouveau et l'UP et le PRD qu'on a eu ces positionnements-là pour avoir ces résultats. Avec le langage que tient aujourd'hui le parti, le PRD, qui visiblement donne les signaux de quelqu'un qui veut se désengager, qui veut se séparer de cette fusion-là, est-ce que véritablement, à proprement parler, et si vous voulez, on va en 2020 avec les élections communales où il était question de 20 et 10%, et le PRD avait réussi à avoir quand même les 5% au plan national, avait fait carton plein pratiquement à Porte-Nouveau, mais l'UP Le Renouveau, qui n'avait pas eu grand résultat à Porte-Nouveau, c'est eux qui contrôlent la ville de Porte-Nouveau. Quand je compare ces chiffres-là, je regarde aujourd'hui, je me dis techniquement, est-ce que ces formations politiques qui se croient peut-être à l'abri des problèmes sont en mesure d'avoir les 20% véritablement dans Cotonou, notamment la 15e, la 16e, la 19e. Parce que malheureusement, la 15e circonscription électorale, notamment la région de la Kpakpa, est le prolongement de Porte-Nouveau, Samipodi et autres. Parce que c'est une zone fortement dominée par, en tout cas les Porte-Nouviens, le Goung est fortement parlé là. Et on a pu voir dans l'évolution de l'histoire politique de notre pays, c'est ça qui a fait les Atao Rengo, les patries d'Ivoire à un moment donné. Et c'est ça qui fait que même les Atao, même s'étant désolidarisé du PRD, a réussi à se faire élire. Et c'est ça qui a fait à un moment donné même la force de c'était Kamarou Fassassi avait perdu une nouvelle génération. Donc quand vous regardez ces schémas aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir sur quoi est-ce que les gens comptent véritablement. Mais finalement, c'est ma question. Sur quoi? Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui et le chef de l'État et les partis de la mouvance? Non, Mac a rappelé quelque chose sur laquelle les gens comptent. Ils disent, bon, nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens, nous avons des ministres, nous avons des députés. Aujourd'hui, 12 ministres conseillers quand même qui partent au Mont-Zévalé pour faire passer la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle du gouvernement en place. Et donc... Ajouter à toutes les institutions qui organisent les élections. Bon, oui, on peut... je ne vais pas peut-être affirmer tout de go que oui, les institutions sont acquises à leur cause. On veut bien quand même, au bénéfice du doute, croire en ces présidents d'institutions pour dire oui, au terme des élections, ils diront le droit. Donc, pour le moment, on n'a pas d'éléments d'appréciation pour... entre autres, l'un voulait... On a vu ces présidents d'institutions se prononcer après la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc cela met en doute leur neutralité en ce qui concerne leur soutien au pouvoir en place. Ce pourquoi je ne vais pas oser aller sur ce terrain, c'est que véritablement, le problème qui se pose, c'est qu'ils ont apporté un soutien au chef de l'État, désavoué un certain nombre de choses, d'accord. Mais j'ai quand même rappelé ici toujours que le président qui a proclamé les résultats pour faire de Boniaï président de la
République du Bénin, le président de la Cour constitutionnelle à l'époque a été nommé par le général Mathieu Kékou. Et celui qui a proclamé les résultats pour faire de Patrice Talon le président de la République a été nommé par Boni Yayi. Donc j'ose croire qu'en son temps, ceux-là même nommés par Patrice Talon finiront par dire le droit, en tout cas la vérité des urnes, et ça va quand même contribuer à davantage garantir ou renforcer la paix au Bénin. Donc je reviens sur les chiffres pour dire, vous posez la question sur quoi les gens comptent. Donc j'ai dit oui, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les directeurs à divers niveaux, les moyens, ils ont les moyens quand même parce que c'est eux qui sont encore là. Et donc ils peuvent compter que, bon, du jour au lendemain, ils peuvent, avec les moyens à mettre dans la balance, sachant très bien, malheureusement, que les acteurs politiques connaissent comment est-ce que les électeurs béninois fonctionnent. C'est vrai qu'aujourd'hui... Justement, en parlant de tout ça, ça sous-entend le fait que l'opposition n'existe presque pas. Parce que là, c'est tout comme si l'opposition n'a pas de popularité dans certaines localités et que ces gens-là vont se laisser faire pour que les partis de la mouvance puissent avoir le tort qu'il faut dans leur localité. Non, le problème, ce n'est pas les opposants en personne. Les opposants ont le devoir de travailler. La mouvance ne fera rien pour le faire cadeau. Il doit pouvoir se mettre dans la preuve. D'ailleurs, même quand eux étaient aux affaires, ils n'ont pas fait de cadeau à Patrice Talon. À bien des égards, le chef d'État, oui, a pardonné, l'ancien chef d'État a pardonné, d'accord. Mais sur le terrain politique, ils n'ont pas fait de cadeaux. On a vu les moyens, les grands moyens mis en œuvre à l'époque et le peuple a donné son adhésion à un homme. Donc, il se peut que dans la même dynamique, malgré bien qu'ils soient en train de compter sur tout ce que j'ai cité là, que le peuple décide d'aller de l'autre côté. Donc, il revient alors à ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui d'avoir le discours qui convainc, le discours qui rassure, le discours qui appelle à l'adhésion. C'est parce que le véritable problème, c'est à ce niveau. Les gens vont penser, et j'allais en finir en disant que, oui, mais les acteurs politiques ont réussi à connaître parfois les électeurs béninois. Sauf que peut-être de 2016 à aujourd'hui, peut-être que quelque chose a changé. Parce que quand vous questionnez Valentin Roulet, il vous dira quoi? Les gens font campagne, mais c'est le dernier jour qu'il faut attendre pour faire le porte-à-porte. Et paix à son âme, Ismaël Tidjani Serpos, il vous dira, les gens font campagne, les 2 semaines de campagne, et on laisse les autres faire la campagne pendant la première semaine. La deuxième semaine, on attend 3 jours avant ou 4 jours avant la fin. Et on passe dans certaines localités, on donne quelques feuilles de tôle, quelques paquets de ciment, quelques sacs de riz, quelques billets de 500 francs, en tout cas billets de banque, 1000 francs, tout neuf, tout ça là. Et puis après, le lendemain matin, vous voyez, vous êtes surpris de se constater que les gens, bizarrement, sont allés voter pour cette personne-là que vous avez décriée. Donc, il y a peut-être cet espoir. Je dis n'importe quoi. Bon, je dis peut-être que ce n'est pas exactement ça. Mais je dis, comme dès lors que vous avez les moyens quand même, et que vous savez très bien que les lecteurs béninois, parfois, à tort ou à raison, est acheté par quelques billets de banque ou bien quelques dons qu'on lui fait pendant la campagne, les gens peuvent continuer à penser que oui, comme nous avons le moyen, nous sommes au pouvoir, nous allons contrôler. Mais il ne faut pas oublier que les gens ont fait les rangs à Kadiaou en 2016, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Les gens ont fait les rangs, ont mis les moyens, les petits plats dans les grands, ça n'a pas apporté grand-chose. Dès lors que le peuple se décide, vous êtes malheureusement surpris. Donc, je crois que chacun travaille à sa victoire. On attend de voir ce que ça va se donner. Comme quoi, le pouvoir reste toujours au peuple. Voilà, nous allons poursuivre Dynamisme Info, approbation des réalisations sous la rupture, Soglo et Yayi. Toujours la parfaite entente, c'est une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Oui, je pense que le président Soglo, on a vu combien de fois il a commencé par visiter certaines réalisations du pouvoir en place. Et on a eu également ces mots à la sortie de son livre où il critiquait, bien sûr, le pouvoir en place en ce qui concerne les libertés des uns et des autres, où la liberté d'expression, la liberté des uns et des autres est menacée au Bénin. Mais cela ne l'a pas empêché, par exemple, de pouvoir visiter certaines réalisations, de pouvoir dire tout ce qui allait, tout ce qui avait été fait de bon, d'accord, par le chef de l'État, Patrice Talon. Et c'est en cela que, normalement, le bon politicien qui est objectif
doit quand même faire ressentir sa marque. Et c'est ce qui n'est pas généralement la marque des grands hommes politiques que l'on a sur la scène politique au Bénin. C'est-à-dire de reconnaître ce qui est fait de bien avant de pouvoir dénoncer également ce qui est fait de mal, sans pour autant faire la promotion ou sans pour autant faire la communication par rapport aux réalisations du gouvernement, parce que ce n'est pas leur rôle en réalité. Mais si éventuellement on arrive à leur poser des questions en ce qui concerne quelques réalisations du pouvoir en place, que ces politiciens, même étant du camp de l'opposition, aient l'honnêteté de pouvoir dire telle chose a été faite de bien à tel niveau, telles choses ont été faites de bien à tel niveau que ce soit. Mais à vouloir tout peindre en noir, c'est comme si en réalité, c'est comme si on ne veut pas toujours reconnaître le travail qui est fait par le chef de l'État en ce qui concerne un certain nombre de réalisations. Et le président Soglo, l'ancien chef d'État, le président Soglo, a montré en réalité sa maturité et en ce qui concerne un certain nombre de questions, en ce qui concerne les questions liées aux libertés, il a été très clair dessus. Et en réalité, c'est la plupart, en tout cas pour la plupart des citoyens, c'est ce qu'ils reprochent à la gouvernance de Patrice Talon. C'est de pouvoir empêcher un certain nombre d'opinions, empêcher un certain nombre de citoyens de pouvoir avoir cette liberté-là. Et donc, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, M. Soglo, a été très clair sur la question. Et on l'a vu aux côtés de Boni Yayi ces derniers jours. Et on l'a vu également sur le terrain, pour pouvoir aller visiter ces réalisations. Et donc, cela dénote en réalité de la neutralité qu'il y a entre ce qui est fait, d'accord, de bien, et ce que vous devez faire en tant que politique. Aujourd'hui, les relations qu'il lie, le chef de l'État, les deux chefs d'État, je veux parler de M. Fodé Soglo et de Boni Yayi, par exemple. Les deux anciens chefs d'État. Oui, les deux anciens chefs d'État. Je les appelle généralement président, donc ils sont présidents. S'ils ne sont pas présidents d'État, ils ne sont pas présidents du Bénin, ils sont encore présidents d'un certain nombre de choses. Président de parti, président de ci ou président de ça. Donc lorsque je parle des deux présidents, c'est ça. Donc lorsque je parle, je prends le cas des deux présidents, du président Boni Yayi et du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Les relations qui les lient aujourd'hui, politiquement parlant, sont sûrement de très bonnes relations. Et les enjeux actuels, c'est-à-dire à l'orée de 2026, font qu'aujourd'hui, il doit avoir quand même, chacun d'eux, c'est-à-dire cherche un consensus. Ce qui peut les unir à pouvoir faire face, par exemple, aux élections générales qui viennent en 2026. Et quand on parle d'élections générales, il ne s'agit pas seulement de l'élection présidentielle. Et donc, si à un moment donné, ils pensent qu'il y a nécessité de pouvoir unir leurs forces, politiquement parlant, pour pouvoir avoir gain de cause par rapport à tout ce qu'ils dénoncent, en ce qui concerne les libertés, en ce qui concerne le processus électoral, en ce qui concerne les institutions qui sont aujourd'hui, si on peut le dire, dans la main du chef de l'État, par exemple. Donc, ça peut faire que politiquement, les deux hommes puissent accorder sur leur violon, d'accord, pour pouvoir quand même permettre de pouvoir défendre les mêmes idéaux pour les échéances qui vont venir. Mais cela ne veut pas dire que si, à un moment donné, le chef de l'État a eu à faire des réalisations et que l'un a jugé nécessaire d'aller visiter, d'aller opiner dessus, et que le service de communication de la présidence décide d'en faire une communication, cela ne dénote pas qu'il y a forcément un malaise Pourquoi autant de communication? Parce qu'il peut visiter et donner ses impressions personnelles au président de la République. Mais en réalité, la communication qui est faite, est-ce que la communication qui est faite émane de l'homme? Non. Ça n'émane pas de l'homme. Je donne juste un exemple. S'il décide, par exemple, de visiter la GDIZ et qu'il se déplace avec son équipe, il va à la GDIZ, et que les autres sont au courant, l'ancien président Nicéphore Dieudonné est à la GDIZ. Ils vont commencer par mobiliser leurs gars, aller là-bas, aller prendre les vidéos, envoyer la télévision, envoyer tel, pour pouvoir aller faire le reportage. Et en trouvant cela comme un instrument de communication, ils vont l'exploiter. Ils vont l'exploiter, pas pour autant que celui qui est allé visiter est dans l'optique de pouvoir faire plaisir au chef de l'État
pour pouvoir faire plaisir à la majorité présidentielle ou de pouvoir faire une communication orientée vers les partis de la grande mouvance présidentielle. Cette position actuelle de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo n'impacte aucunement la relation entre ce dernier et le président. Non, parce qu'en réalité, ce qui peut arriver, c'est quoi? Lorsqu'on est à l'approche des élections, il y a deux formes d'alliance possibles. Soit c'est que, à un moment donné... Que dit-on de l'ennemi de mon ami et mon ennemi? Non, en politique, généralement, si ça se faisait, on n'allait pas voir toute cette clique-là qui soutenait Boni Yayi derrière Patrice Talon. Puisque la majeure partie de ceux qui sont là aujourd'hui étaient derrière Boni Yayi. Et ne vous étonnez pas que même à un moment donné, si le président, l'ancien président... Justement, c'est les intérêts. Non, voilà, si à un moment donné, l'ancien président Soglo commence à travailler avec l'ancien président Boni Yayi sur, en tout cas, une option politique ou bien un but politique donné, et qu'à un moment donné, les intérêts ne sont plus partagés ou ils n'ont plus les mêmes objectifs, ne soyez pas étonnés de voir encore l'ancien président Soglo aller soutenir le candidat de Patrice Talon, c'est-à-dire de la mouvance présidentielle, à un moment donné. Donc, en réalité, en politique, tout est possible. Même Adrien, vous me dites aujourd'hui que vous voyez dans une posture un peu mitigée, par exemple, ne soyez pas étonnés de le voir revenir encore à la case de départ, c'est-à-dire soutenir encore les partis de la mouvance présidentielle. Et ne soyez pas étonnés de le voir également dans l'autre camp. En réalité, l'enjeu actuel fait que tous les jeux politiques, toutes les stratégies, tous les stratèges politiques aujourd'hui sont possibles pour pouvoir quand même essayer de se retrouver aux côtés du cheval gagnant en 2026. Roland Tonéikes. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi on veut opposer Yayi Boni à Soglo. Écoutez, c'est deux personnalités qui ont leurs convictions, même si on a pu voir que la résistance est née au siège de l'association Vidolé comment vous appelez, à Cotonou, c'est que c'est deux visions différentes. On a pu voir que l'autre a été opposant de l'autre quand il était au pouvoir. On a pu voir que l'autre a prêté main forte au président actuel pour qu'il puisse accéder au pouvoir, pendant que l'autre, son fils est allé soutenir celui que son père a toujours combattu. Donc, dans cette dynamique, quand on les voit à un moment donné dénoncer certaines choses, avoir une même dynamique, une même vision en termes d'opposition, cela ne veut pas dire qu'ils auront la même vision jusqu'à la fin du régime. Parce que il y a que l'ancien président Nicéphore Soglo apprécie ce qu'a fait Patrice Talon, qui, je le dis, sauf en tout cas, qui est son poulet pratiquement. Il apprécie. Maintenant, il dénonce un certain nombre de choses. Quelles choses nous dénonçons aussi à bien des égards, notamment la question des tensions politiques, des crises politiques, bon, en fait, à proprement parler, pas pour autant de crise, mais les déboires des acteurs politiques sur le plan politique. Il a dénoncé cet état de choses. Et dans cette situation, on se rappelle quand même qu'il y a son fils dedans. Donc, oui, l'un dans l'autre, il fait une bataille, une lutte pour que ces personnes-là puissent avoir la grâce du chef de l'État. Mais ça ne l'empêche pas d'apprécier ce qu'il y a à apprécier. Et donc, mais n'oubliez, ne forcez pas. Je pense qu'il ne faut pas forcer l'ancien président Boni Yayi à aller apprécier. Pourquoi? Parce qu'il est président du Parti des démocrates. Et quand vous regardez les membres du Parti des démocrates, tous les jours que Dieu fait, ils dénoncent un certain nombre de choses, ils remettent en cause un certain nombre de choses réalisées sous le régime de la rupture. Notamment les questions de réalisation, les questions de coûts, ils remettent en cause. Alors, quand les militants, les membres de son parti, ou les membres du bureau politique de son parti, montent au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses, que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il aille apprécier lui, ça va être un contraste en réalité. Donc, chacun dans l'opposition poursuit une dynamique, a une vision claire de la lutte qu'il mène et se dit, voilà ce que moi je veux faire. C'est vrai qu'on aurait aimé que l'ancien président Boni Yayi descende à Glodjigbe pour apprécier. Mais dans le même temps, quand les militants de ce parti dénoncent le fait que le soja acheté chez les paysans dans la partie septentrionale n'arrange pas les paysans, le prix auquel on achète ça n'arrange pas les paysans, et que ce soja, il est dit qu'on envoie ça à la GDIZ pour transformation, et qu'ils ont à un moment donné dénoncé, je ne pense pas que dans la même dynamique, si c'est facile pour eux. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'ils viennent apprécier quand même, mais ce n'est pas facile, ils sont quand même des humains. Ce n'est pas facile de se retrouver dans cette posture-là à dire. Et sachant très bien qu'eux aussi, quand ils étaient au pouvoir, ceux qui sont là, que nous connaissons très bien,
ont remis en cause tout le temps ce qu'ils ont fait et on peint en noir la plupart du temps ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est malheureusement la donne politique sous nos cieux. Il va falloir travailler à éviter ça. Maintenant, écoutez, quand je vois l'ancien président Boniface Soglo apprécier, Mac l'a si bien dit, le voir soutenir le candidat de Patrice Talon ne devait pas être une surprise parce que c'est lui qui a travaillé à amener Patrice Talon en combattant farouchement le candidat de Boniaï qui est Lionel Zinsou. Et s'il est d'accord avec la dynamique et qu'il apprécie ce qui se fait et que son problème, c'est les problèmes politiques que nous dénonçons, libération des détenus politiques, retour des exilés politiques, c'est ce qu'il dénonce, et que son fils rentre, et que certains exilés rentrent au pays, et que des gens sont libérés, ne soyez pas surpris de le voir soutenir le candidat de Patrice Talon. C'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, il y a une dynamique d'ensemble. Nous étions, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, nous étions ensemble pour combattre le régime sur un certain nombre de dérives. Maintenant qu'il est à la fin et que ce n'est plus lui qui est candidat, moi je veux quand même retrouver ma lucidité totale et dire ce qui est bon, ça c'est bon, et dire ce qui n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, et maintenant espérer qu'on améliore, et quand ils vont améliorer, ma contrepartie c'est de continuer à soutenir leur candidat pour la dynamique qui est suffit que la dynamique, bon ils diront que la dynamique continue, pour que la dynamique insufflé par Patrice Talon continue. Donc, je crois qu'il n'y a pas intérêt à opposer les deux hommes. Chacun a sa vision, a sa compréhension de la manière dont il mène comment vous appelez, le combat politique. Et Soglo, ayant fait les frais d'Ali Aminandoua dans ce pays, je ne pense pas qu'il soit dans la dynamique d'avoir le même discours de Ali Aminandoua aujourd'hui. Il va quand même travailler à combattre cette manière de voir les choses et travailler à encourager, oui, celui qui a fait les voix, moi je préfère l'encourager. J'ai subi ça hier, mais je ne vais pas continuer à faire de la même manière. Je veux faire les choses autrement et ce serait de bonne guerre. De toute façon, c'est le peuple qui sera le dernier à aviser. Voilà, un dernier sujet à débattre très rapidement. Décryptage info, recrutement dans le secteur public au Bénin, dispense de légalisation des pièces dans les dossiers de candidature. Oui, je pense que je ne vais pas oser lire ce que le journal a mis en parenthèse parce que... Enfin, le hautement social attendu par la jeunesse béninoise. Qu'est-ce que ça a d'hautement social là? Moi, je ne vois même pas le hautement social à ce niveau. Quel hautement social il y a? D'abord, la légalisation des pièces était presque inutile. Je dis que c'était inutile. Pourquoi? Dès que vous recrutez les gens, d'abord, même lors du recrutement et que les gens déposent même les pièces légalisées, est-ce qu'on arrive même à faire le contrôle, d'accord, de façon rigoureuse pour savoir si ces pièces sont authentifiées même avant qu'ils n'aillent au concours? Et quand ils reçoivent ce concours, on leur demande les originaux. Après. Donc, si vous leur demandez les originaux et que maintenant déjà, vous pensez déjà qu'il faut légaliser, c'est pouvoir faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État, simplement. Et ces concours, vous avez vu, si c'était, il faudrait dire d'annuler les frais de dossier. Là, on y verra vraiment le hautement social. Parce que la plupart des grosses tasses, là, c'est au niveau des frais de dossier. 5 000 par ici, 3 000 par ici, 2 000 par ici. Alors que pour ce même concours, c'est des milliers qui déposent les dossiers pour ce voilà. nombre de concours. Bon, de toutes les façons, c'est un ouf de soulagement pour les uns et les autres. Pour ceux qui doivent aller faire... Moins de tracasseries. Moins de tracasseries. Parce que vous voyez, à l'approche, lorsqu'on lance les concours, par exemple, je pense qu'il faut même commencer par même demander l'aspect casier judiciaire, là, de commencer, parce que c'est vrai qu'on demande, on dit c'est en 72 heures et autres. Mais généralement, quand vous lancez, vous n'avez pas souvent ça en 72 heures. Ça va au-delà, probablement. Toujours, ça va au-delà. Et quand l'affluence devient grande, compte tenu d'un certain nombre de concours qui sont organisés, la plateforme ne pourra pas donner, voilà, ne pourra pas, il ne pourra pas tout traiter à la fois. Pourquoi ne pas encore sauter ce verrou-là également? Il faut qu'on saute ce verrou-là également. Parce qu'il y aura possibilité quand même de savoir si la personne a quand même pu... Normalement, vous savez, la plupart des difficultés qu'on a en ce qui concerne l'organisation de ces concours, c'est la dématérialisation. Si éventuellement tous nos systèmes sont dématérialisés, ça permettra d'avoir un système informatique, d'accord, en bonne et due forme, qui puisse permettre quand même que chaque citoyen, lorsqu'il dépose les dossiers, on puisse savoir s'il a déjà encouru des peines. Si le système judiciaire ou tout le système judiciaire avait
une base de données bien précise. Même au niveau de la police, il n'y a pas de base de données bien précise, où je l'ai dit tantôt, où ta moto que tu as perdue à Tchabikouma, par exemple, on puisse retrouver ça à Calavi ici, sans qu'il n'y ait une base de données qui puisse permettre, lorsqu'on tape dedans là, pour pouvoir savoir que ta moto a été déjà retrouvée. Donc, la dématérialisation est un processus qui est très, très important et qui facilite en réalité les démarches administratives. Que ce soit pas seulement au niveau des concours, mais au niveau de beaucoup d'autres choses. Et au niveau des concours, il faut qu'on pense à le faire pour pouvoir limiter les tracasseries aux populations. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des pays développés, dans la plupart des pays, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, même pour avoir des documents très, très importants. Ouais. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Donc, ça veut dire que pour les candidats, on peut déjà commencer par penser à dématérialiser pour que les dépôts des dossiers puissent commencer par se faire en ligne pour les concours qui sont organisés. Et que la vérification de certaines pièces puisse commencer par être faite en ligne à travers le système qui est mis en place par la NIP. Et maintenant, au niveau des diplômes, que le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur commence par informatiser, avoir une base de données pour pouvoir permettre de pouvoir vérifier les diplômes déjà à partir de là. Donc, la dématérialisation, ça aide beaucoup. Et donc, pour ce qui concerne la légalisation, dont les frais ont été enlevés, c'est bon. Ça va soulager les tracasseries, ça va empêcher d'aller faire tout le rang au niveau de la mairie ou bien au niveau du tribunal ou bien au niveau des notaires pour pouvoir faire les légalisations. Ça va leur faciliter. Ça fait en réalité un peu moins de dépenses, c'est vrai, reconnaissons-le. Parce que si vous devez légaliser 6 pièces pour un dépôt de dossier, par exemple, et qu'on doit vous faire la légalisation à 300 francs, par exemple, ça veut dire que vous êtes déjà à 1800, par exemple. Donc, ce n'est pas non moins négligeable. Donc, pour des milliers de candidats qui doivent aller à l'examen, je pense que bon, ça soulage un peu, hein, mais on aurait espéré mieux quand même. Roland Toney, qu'est-ce? Oui, je crois que je fais mienne les propositions de Magou Dianou. Je crois que oui, aujourd'hui, est-ce qu'on avait vraiment besoin? Depuis des années, ça se passe, c'est pas sous Patrice Talon que ça a commencé depuis des années. Je me rappelle, moi, je devais passer un concours. J'ai galéré sous la pluie dans ce pays-là pour aller légaliser et puis aller faire le rang de 8 heures jusqu'à pratiquement 22 heures avant de déposer mon dossier. Le stress de ça. Donc vous imaginez, et après ça, je suis allé encore au concours, j'ai échoué, malheureusement. Vous voulez aller à la douane? C'était le bon vieux. C'était à la douane, vous voulez pas dire? Non, quand même. C'était pour aller à l'ENAM pour faire la diplomatie. Oui. C'était un rêve d'enfant, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Donc bref, c'est une parenthèse. Donc pour dire qu'aujourd'hui, quand on demande plus de légalité, c'est quand même à saluer. C'est un ouf de soulagement pour comment vous appelez, les différents candidats au concours de recrutement pour la fonction publique. Et je précise aussi quand même, comme l'a dit, il faut quand même réfléchir sur la possibilité de voir si on ne va pas quand même commencer par réduire les frais de dossier. Pourquoi? Parce que vous imaginez, pour un concours où on veut 1000 personnes, c'est 25 000 jeunes qui déposent le dossier. Et parfois la quittance, c'est 5 000 francs. Il y a des gens, je vous assure, qui ont du mal à payer les 5 000 francs. Hein. Ils vont jongler 1 000 francs par là, 2 000 par là. Ce n'est pas facile. Donc je pense que si on dit qu'on ne va plus légaliser, parce que d'ailleurs, comme Mac a dit, l'État a les moyens de vérifier les diplômes à tout moment. Donc on peut demander aux gens d'amener les copies simples. Donc je crois que ça a commencé. Mais il faut voir dans quelle dynamique on peut revoir les coûts pour les frais de quittance là. Si c'est 5 millions, on amène à 2500, pourquoi pas. On me dira que oui, l'État, on a besoin de payer ceux qui ont corrigé les copies, on a besoin, les salles dans lesquelles on compose quand même, c'est les salles qui appartiennent à l'État, donc on ne loue plus. Bon, on parlera de matériel, on dira que les épreuves, il faut tirer et tout ça là, mais quand même c'est l'État. C'est l'État qui organise. Et ceux qu'on veut recruter, c'est au profit de l'État. Donc l'État pourrait quand même mettre les moyens de faire. Parce que de plus en plus, il y a tellement de jeunes qui veulent passer au concours. Allez voir la police et quand on veut recruter, la gendarmerie, pardon, les corps armés, quand on veut recruter aujourd'hui, les militaires aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de jeunes. Et c'est 25 000 jeunes qui courent, qui font tout l'effort. Et puis après, c'est 1000, on veut 1200 ou 3000 qu'on veut. Tout le lot là, ils ont payé. Donc je crois que l'État doit pouvoir réfléchir sur la question. Et c'est pas remboursable. On va rembourser ça. Bon, j'ai déposé le dossier pour la police en 2010. Je n'ai pas été remboursé. Quand même, je n'étais même pas allé composer.
J'ai déposé le dossier, tout à l'école de police, j'ai fait tout. Mais je ne suis pas allé composer, donc on ne m'a pas remboursé mes sous. Qui va te rembourser ça? Justement, c'est une option également à faire. Non, on ne peut pas rembourser. Je pense qu'il faut diminuer le coût, mais rembourser, non. Parce que vous avez utilisé une épreuve quand même. Hein. On vous a donné une feuille sur laquelle vous avez composé, vous avez l'épreuve. L'épreuve là, c'est quand même... C'est 20 francs. Bon, 20 francs, c'est pas... La feuille, c'est des feuilles qui... C'est pas des feuilles ordinaires. C'est des imprimeries qui ont gagné un marché, un appel d'offres et qui ont fourni les feuilles. Donc, ça a son coût. Donc, au-delà de ça, je crois que ce que Marc dit aujourd'hui, c'est que il faut voir la possibilité de dématérialiser le dépôt des candidatures pour les concours de recrutement. Aujourd'hui, en réalité, si je peux avoir ça, c'est vrai que aussi ça va donner à manger au secteur privé, hein, parce qu'à manger au secteur privé. Mais sur les smartphones, aujourd'hui, on peut installer aussi l'application pour scanner ces diplômes, ces pièces. Sinon que, bon, ceux qui sont dans le privé vont quand même trouver un peu à manger, 100 francs de scannage, 200 par-ci. Mais il faut quand même voir la possibilité pour les gens. Vous allez déposer un dossier, et vous êtes à Calavi, là où il faut déposer le dossier, c'est peut-être à Papa. Vous allez là-bas le matin jusqu'au soir. C'est difficile tout ça là. Alors que de votre salon, avec la dématérialisation, vous pouvez quand même tout scanner et envoyer. Et on peut valider et puis après, on verra bien la suite. Je crois qu'il y a possibilité de faire ça. Ce régime a fait un travail en termes de dématérialisation assez remarquable qu'il faut apprécier. Il faut vraiment apprécier ce qui a été fait en ce sens. Maintenant, continuer à demander que ce soit amélioré. Au niveau des concours d'État. Vous imaginez par exemple qu'en France, lorsque vous devez aller au concours de la police, vous ne payez rien. Et le dépôt des dossiers se fait en ligne. Et vous ne payez rien, 0 francs. Mais c'est ce qui est normal. Bon, on vous dira, Marc Goudianou, nous ne sommes pas pour le moment en France, nous sommes encore au Bénin. Et le Bénin est très loin de la France. Même si c'est... Nous copions sur tous les plans. Même pour l'âge. Même si c'est... ne pas copier les bonnes choses. Oui, mais écoutez, reconnaissons quand même ce qui a été fait en termes de dématérialisation. Donc, on fait des propositions ici, non? Oui, attendons de voir si... Pour les concours militaires, on a besoin de rien prendre chez les enfants. Attendons de voir. Ça doit être gratuit. Non, justement, je suis d'accord. Progressivement. C'est des sacrifices. Oui, non. Ça les rend à la nation. Ils iront rendre service à la nation. Ils meurent, c'est fini. Bon, malheureusement... Même pour aller à ce concours, on vous dit de payer. C'est grave. Oui, vous payez. Non, il faudrait que les au moins pour les concours de la police et de la gendarmerie, de concours militaires et autres là. Pour l'intérêt du peuple, je crois qu'il faut y penser. Ça doit être à 0 francs. Nous faisons des propositions. Je crois et j'espère que cette proposition la dématérialisation. Pas dans les oreilles on propose la dématérialisation pour les dépôts de candidature. Moi, j'espère que, bon, comme vous le souhaitez, qu'on annule carrément les frais d'inscription en toi de dossier. Et moi, à défaut d'annuler totalement, s'ils peuvent diviser par 2, ce serait bien. Merci Roland Tonneikes. Merci Marc Goudianou.